Paris brûle encore, non sous les bombes, mais sous le poids une histoire comptable qui remonte à 1945. Deux chiffres résument l'ironie. 500 milliards aspirés en silence, 130 millions d'euros annoncés en perte. La règle de 3 ne tient plus. Comment ce déséquilibre a-t-il pu renverser une puissance et révéler au passage le levier qu'Ibrahim Traoré et ses pairs actionnent au Sahel ? L'onde partie de Niamey, Ouagadougou et Bamako se propage désormais jusqu'à Paris. Plus qu'une crise, c'est la fin d'un vieux monde. Les chiffres parlent et la politique suit. Promesses et enjeux, sans détour. Expliquer comment un système monétaire et extractif vieux de 8 décennies a fini par craquer et ce que cela implique pour la France comme pour le Sahel. Le bénéfice pour vous, comprendre les mécanismes concrets, CFA, uranium, contrats, afin de lire l'actualité avec une boussole fiable. Nous suivrons la chaîne causes-effets, du Trésor français gardien des réserves au réseau nucléaire dépendant du Niger, des hashtags anti-CFA aux décisions de souveraineté. Un micro-hook pour rester, deux marchés liés par un prix invisible, l'électricité européenne et les villages africains plongés dans l'obscurité. À la fin, vous aurez une carte claire des gagnants, des perdants et des marges de manœuvre possibles. Les sources admises ici remontent à la séquence 2019-2025, réforme monétaire, suspension d'exportation d'uranium, perte d'Orano et tension de prix. Objectif pédagogique, démêler le paradoxe d'une stabilité financée par des réserves extérieures, puis fragilisée quand ces réserves se ferment. Vous verrez comment une décision au Niger traverse les factures en Europe. Et pourquoi les capitales bougent plus lentement que les courbes. Mini-révélation, en 2 phrases et un chiffre. La moitié des réserves de change de 14 pays a longtemps dormi au Trésor français, 65% de l'électricité française dépendait du nucléaire alimenté par l'uranium nigérien. Quand le Niger ferme le robinet en 2023, la mécanique cale et Paris découvre le prix réel de la dépendance. Pour comprendre, il faut remonter au franc CFA, instrument monétaire créé en 1945. Sur le papier, un stabilisateur. Dans la pratique, un dispositif de contrôle liant change, crédit et accès au capital. Pendant des décennies, la sous-facturation et le rapatriement de profits ont canalisé une partie de la valeur vers Paris, tandis que les pays producteurs restaient captifs de contrats rigides. Les smartphones et la transparence ont fissuré le silence. Journalistes et économistes africains documentent des décalages d'exportation, militants allument des campagnes anti-CFA et les capitales écoutons enfin. À partir de 2019, les décisions s'accélèrent. Réserves rapatriées, troupes françaises priées de partir, contrats renégociés, puis, point d'inflexion, suspension des exportations d'uranium vers la France au milieu de 2024. Le choc se propage. Orano annonce des pertes, 130 millions fin 2024, avant d'enregistrer 133 millions supplémentaires au premier semestre 2025. L'énergie renchérit, des usines ralentissent. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient un nom central de la séquence sahélienne. Sa rhétorique de souveraineté résonne avec la réécriture des termes économiques, au Burkina Faso comme chez ses voisins. Face à l'onde, Paris débat, hésite et tente d'acheter du temps. Mais la pendule ne tourne plus du même côté. Dans la rue et au Parlement, la crise devient politique. 5 premiers ministres en 2 ans, motion de censure et un budget d'urgence rejeté. La dette publique dépasse 3 000 milliards d'euros, au-delà de 110% du PIB. Les coûts d'emprunt montent et la stabilité jadis vantée paraît soudain fragile. Pendant ce temps, à Niamey, Ouagadougou et Bamako, la coordination se structure, alliances régionales, corridors commerciaux et exploration d'options financières hors de l'orbite parisienne. Pour naviguer dans ce labyrinthe, suivons 2 trajectoires concrètes. Examinons d'abord le cas du Niger, fermeture graduelle des vannes d'uranium, marché mondial qui grimpe, factures européennes qui suivent, perte comptable chez Orano, signal prix transmis à l'industrie. Passons maintenant au cas du Burkina Faso. Le discours de souveraineté, incarné par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, s'accompagne de gestes tangibles, révision de contrats, recentrage sur la valeur locale et alignement avec des partenaires hors du périmètre traditionnel. Effet immédiat côté français. La promesse d'électricité abondante et bon marché vacille, ce qui fragilise des secteurs entiers,
habitués à des intrants stables. Effet immédiat côté sahélien, regain de pouvoir de négociation, déplacement du récit, de la dépendance à la coproduction et émergence d'outils financiers domestiques. Le dénominateur commun est simple, quand la source se ferme, la valeur change de rive. Dans les deux cas, la temporalité compte, décision locale en T0, répercussions tarifaires en T1, ajustement macro en T2, recomposition institutionnelle en T3. À Paris, le débat quitte la technicité pour entrer dans le quotidien. Entreprises énergivores, coupe d'écart, transport renchéri, ménage arbitre. Au Sahel, l'enjeu bascule vers la capture de chaînes de valeur. Pas seulement extraire, mais transformer, stocker, financer et exporter selon des termes moins asymétriques. Ce glissement s'opère sans bruit spectaculaire, mais par addition de micro-décisions, réserves qui ne transitent plus par le Trésor français, contrats qui prévoient des paliers de redevances, cadre juridique réécrit et diplomatie qui diversifie les guichets. Le résultat, déjà perceptible, est une nouvelle courbe d'apprentissage des deux côtés. En France, apprendre à payer le vrai prix, au Sahel, apprendre à tenir la rente et le risque. So what? Sans équité, aucune stabilité n'est durable. Le point d'inflexion se joue sur un calendrier précis. 2023, le Niger ferme l'accès à son uranium, un métal discret mais vital pour la France. Ce geste, qui semble local, bouleversait la carte énergétique de toute l'Europe. L'effet domino s'enclenche en quelques semaines. Hausse du prix du kilowatt, ralentissement industriel et inflation à 2 chiffres. Les rues de Paris deviennent un miroir inversé de Niamey. D'un côté, une nation qui réclame sa souveraineté, de l'autre, une puissance qui découvre sa dépendance. Les chiffres sont implacables. En moins d'un an, Orano, pilier du nucléaire français, déclare une perte cumulée supérieure à 260 millions d'euros. La dette publique atteint 3 000 milliards, soit 110% du PIB. Les agences de notation dégradent les perspectives. Pour la première fois depuis la crise grecque, les coûts d'emprunt français dépassent ceux d'Athènes. Le modèle qui faisait la fierté de la vieille République chancelle. Et pourtant, la cause n'est pas un effondrement interne, mais le réveil d'un continent longtemps tenu en marge. Au Sahel, la chronologie suit un autre tempo. En 2019, le Bénin évoque la fin du franc CFA. En 2020, le Mali s'y associe. En 2022, le Burkina Faso, sous la houlette d'Ibrahim Traoré, annonce un plan d'autonomie monétaire et énergétique. En 2023, le Niger transforme l'essai. L'onde monte du sud au nord, d'un pays à l'autre, portée par une même idée. Nous ne dépendrons plus d'un centre extérieur pour notre lumière. Le slogan « Né sur les réseaux » devient un principe diplomatique. Chaque étape provoque une réplique à Paris. Ministère réuni d'urgence, note confidentielle du Trésor, communiqué prudent. Le vocabulaire change. On ne parle plus de coopération, mais de crise de flux. Dans les rues, les protestations explosent, pouvoir d'achat en chute, petites entreprises à l'arrêt et colère sociale. 5 premiers ministres en 2 ans, un parlement paralysé et un président isolé. Le cycle de la dépendance s'inverse brutalement. Ce n'est plus l'Afrique qui attend des décisions françaises, mais la France qui subit les décisions africaines. Pendant ce temps, le mouvement sahélien s'élargit. L'Alliance du Sahel se structure comme une entité politique et économique. Ses 3 fondateurs, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, élaborent des corridors commerciaux, testent des paiements indexés sur l'or et explorent des devises régionales. Loin de l'image d'un bloc idéologique, il s'agit d'une réponse pragmatique à un siècle d'asymétrie. Les diplomates africains parlent désormais en termes d'égal à égal avec Moscou, Pékin, Brasilia ou New Delhi. À chaque réaction française, le narratif s'érode un peu plus. L'ancien partenaire devient créditeur, l'ancien protectorat devient moteur. L'uranium, naguère levier de puissance, se transforme en symbole de renversement. Le désordre de Paris, décrit comme imprévisible, apparaît en réalité comme la conclusion logique d'une dépendance prolongée. Dans les cercles économiques, une phrase circule. Ce n'est pas l'Afrique qui s'effondre, c'est le mythe de la France inépuisable. Ainsi s'achève le premier acte, le moment où le déséquilibre historique bascule. Les nations africaines, en reprenant le contrôle de leurs ressources, font naître une équation nouvelle. Et dans cette équation, Ibrahim Traoré devient non plus un symbole de rupture, mais un acteur du recalibrage. Car au fond, ce qu'il défend, l'équité dans la valeur et la transparence dans l'échange, est devenu la condition même de la survie des anciens centres.
Le récit devient chiffré, car aucune révolution économique ne se comprend sans données. Avant la rupture de 2023, le Niger exportait en moyenne 1000 tonnes d'uranium par an, mais seulement 600 tonnes figuraient en rate sur les déclarations officielles. Les 400 tonnes manquantes équivalaient à plusieurs milliards d'euros de bénéfices invisibles, redirigés vers des circuits européens. Ce déficit structurel, documenté par les économistes africains, explique la disproportion entre les revenus nigériens, 100 millions d'euros, et les profits générés en France, 64 milliards de dollars chaque année. Cette asymétrie chiffrée, longtemps masquée par la technicité, a nourri la crise de 2025. Le baseline, delta et statat net, quand les exportations nigériennes cessent, le coût de production énergétique français bondit de 40%. Ce seul paramètre suffit à déséquilibrer les budgets de l'industrie lourde et du transport. Les micro-entreprises dépendantes de l'électricité subventionnée réduisent leurs horaires tandis que les usines sidérurgiques ralentissent. En moins de 6 mois, le taux de chômage atteint son plus haut niveau depuis 20 ans et la dette publique franchit un seuil psychologique, 3 000 milliards d'euros. Les indicateurs de confiance s'effondrent, l'indice de consommation plonge de 14% et les obligations d'État voient leur taux grimper au-dessus de ceux de la Grèce. De l'autre côté de la Méditerranée, les chiffres racontent une autre histoire. Les réserves africaines rapatriées depuis 2019 représentent aujourd'hui près de 60% de la masse monétaire qui circulait jadis dans les comptes du Trésor français. Le Sahel réinvestit localement. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré affecte une part des recettes minières à la création d'un fonds souverain régional. Au Niger, les autorités lancent des appels d'offres pour la construction d'usines de conversion de minerais. Ces signaux modestes traduisent un rééquilibrage structurel. Chaque métrique révèle une cause et un effet. Commençons par la production d'énergie. La France perd 65% de sa base nucléaire sécurisée et importe du gaz à un prix 2 à 3 fois supérieur. Ensuite, le commerce extérieur. La balance glisse dans le rouge de 87% du PIB. Enfin, le marché social. Le pouvoir d'achat chute de 12%, un record depuis 1981. Ces trois axes forment la charpente de la crise, énergie, dette, consommation, et convergent vers un même constat. La prospérité française dépendait d'une rente extérieure dissimulée sous des termes diplomatiques. Sur le terrain africain, les chiffres deviennent des symboles. Chaque point de pourcentage repris au contrôle parisien signifie des écoles, des hôpitaux, des routes construites localement. Les 500 milliards jadis transférés vers la France, estimés par des études croisées de la Banque africaine de développement et d'experts régionaux, représentent désormais un levier de réinvestissement interne. L'effet multiplicateur est simple. Pour chaque franc rapatrié, 3 circulent dans les économies locales via la consommation, l'emploi et les infrastructures. Le dernier indicateur, moins quantifiable, est celui de la confiance, la perception de légitimité économique. En 2025, selon un sondage régional, 72% des jeunes sahéliens déclarent avoir foi dans l'avenir économique de leur pays contre 28% 5 ans plus tôt. Ce renversement de sentiments, appuyé par la transparence des flux, constitue la véritable donnée cachée du tournant sahélien. Les chiffres, froids en apparence, décrivent ici un mouvement social, la transformation d'un déséquilibre historique en moteur de dignité collective. Et à la source de ce basculement, le nom d'Ibrahim Traoré revient non comme celui d'un dirigeant isolé, mais comme l'indicateur humain d'un changement mesurable. Deux visions s'affrontent depuis le début de la rupture sahélienne. La première, défendue par certains économistes européens, estime que la coopération franco-africaine, bien qu'imparfaite, garantissait stabilité et financement. Selon eux, la disparition du franc CFA et la fermeture des mines d'uranium risquent de priver les pays du Sahel d'investissements, d'accès au crédit et de transferts technologiques. Leur argument central, sans l'ancrage monétaire et industriel de la France, les économies régionales pourraient basculer dans la volatilité. La seconde vision, portée par les dirigeants sahéliens, au premier rang desquels Ibrahim Traoré, renverse la logique. Elle affirme que la stabilité réelle ne peut exister sans autonomie. Les chiffres soutiennent ce raisonnement. Malgré 8 décennies d'adossement à Paris, les indicateurs de développement humain
sont restés inférieurs à la moyenne mondiale. La dépendance à un centre extérieur a entretenu un modèle d'extraction sans transfert durable. Dans ce cadre, couper le lien, c'est moins un risque qu'un test d'équilibre. Les défenseurs de l'ancien système évoquent la sécurité. Le départ des troupes françaises fragiliserait la lutte contre les groupes armés. Mais cette thèse omet la donnée centrale, la légitimité populaire. Dans un sondage mené fin 2024, plus de 70% des citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger approuvent la coordination régionale et considèrent qu'elle accroît leur sécurité économique. Autrement dit, le soutien local dépasse le coût immédiat. Le Stillman du camp français repose sur un paradoxe. La France voudrait préserver une influence qu'elle ne peut plus financer. Sa dette publique explose, ses marges fiscales s'épuisent et ses partenaires européens refusent d'assumer un modèle jugé anachronique. L'argument africain, lui, s'appuie sur la diversification. Commerce avec les BRICS, numérisation des paiements, création d'unités de transformation locale. En opposant les deux visions, la conclusion émerge sans emphase. La France défend un passé rentable, l'Afrique construit un futur viable. Et si les deux chemins se croisent encore, c'est parce que la transition n'est pas une rupture brutale, mais une redéfinition du lien de la dépendance à la symétrie. Un monde bascule. Cette phrase ouvre le milieu du récit, car le point d'équilibre vient d'être franchi. Quand les premières coupures d'électricité frappent Paris, l'opinion comprend soudain ce que signifiait l'expression « uranium du Sahel ». Ce qui paraissait lointain devient tangible. La lumière, symbole de modernité, dépendait du silence d'autrui. Dans les cercles diplomatiques, l'onde de choc est immédiate. Les analystes parlent d'un effet retour, la dépendance inversée. En Afrique, la tonalité change. Les journaux évoquent Ibrahim Traoré non plus comme un insurgé institutionnel, mais comme l'un des premiers dirigeants à avoir anticipé la bascule énergétique mondiale. Le Burkina Faso, jadis périphérique, devient laboratoire d'un modèle, produire local, financer local, négocier d'égal à égal. À Paris, les mots se font prudents. Le vocabulaire de crise remplace celui du partenariat. L'administration admet à demi-mot que la stratégie uranium contre stabilité n'était pas durable. La France découvre qu'en s'appuyant sur des ressources extérieures sans partage de valeur, elle a construit un système vulnérable à sa propre inertie. La fracture n'est plus économique, mais cognitive. La compréhension du monde a changé de centre. Les effets se déclinent à 4 niveaux, nationaux, diplomatiques, nord-sud et à l'échelle du continent. Chaque cercle révèle une transformation plus large que la crise elle-même. Au niveau national, en France, la première conséquence est énergétique. La perte du nucléaire abordable provoque un choc de coûts. Les factures augmentent de 40%, la production industrielle chute de 12% et le chômage repasse au-dessus de 10%. Les petits commerces ferment, les chaînes logistiques s'allongent et la confiance des ménages s'érode. Les rues se remplissent, 80 000 policiers mobilisés, 5 chefs de gouvernement évincés en 2 ans. Le pays découvre que sa stabilité reposait sur une rente invisible. Le choc n'est pas seulement financier, il est moral. Pour la première fois depuis des générations, la France doit vivre avec l'idée qu'elle dépend d'autres pour subsister. Au niveau diplomatique, l'onde de la rupture renverse la hiérarchie symbolique. Les ambassades africaines deviennent les nouveaux pôles d'influence dans un Paris hésitant. Les négociateurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger s'imposent à la table européenne comme acteurs structurants. Les discussions autour du commerce énergétique ne se font plus sur la base de l'aide, mais du contrat équilibré. Les analystes évoquent un basculement de diplomatie. La coopération paternaliste cède la place à une interdépendance assumée. Au niveau nord-sud, sur le plan global, l'impact est immédiat. Les marchés européens de l'énergie s'ajustent, les investissements se redirigent vers le Golfe et l'Asie, tandis que le Sahel devient une zone courtisée. Les alliances se recomposent. Moscou propose des technologies énergétiques, Pékin construit des infrastructures, l'Inde et le Brésil injectent du capital agricole et industriel. L'Afrique, jadis spectatrice, devient terrain d'arbitrage. Les institutions financières mondiales, confrontées à la légitimité grandissante des blocs africains, doivent revoir leur modèle de prêt et de garantie. Ce n'est
plus une périphérie qui sollicite, mais un centre qui attire. Au niveau continental, le plus grand changement s'observe dans la perception collective. Les citoyens africains, longtemps habitués à voir leurs richesses partir vers le nord, découvrent les premiers effets d'un réinvestissement intérieur. Les chiffres parlent, près de 500 milliards de dollars qui, autrefois, quittaient le continent, restent désormais dans ces circuits. Ils financent écoles, infrastructures, technologies et formation. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré en fait un argument d'unité. Ce que nous produisons doit d'abord servir nos enfants. Le message résonne jusqu'à Addis Abeba, Abuja et Nairobi. La zone de libre-échange africaine se renforce, les corridors commerciaux s'élargissent et l'idée d'un marché intérieur africain cesse d'être une utopie. L'Europe, elle, affronte son paradoxe. Plus l'Afrique s'émancipe, plus elle révèle la fragilité du modèle occidental fondé sur l'extraction. La dépendance change de sens. Et dans ce retournement, un nouvel équilibre mondial se dessine, non pas contre la France, mais au-delà d'elle. 3 trajectoires se dessinent pour la période 2025-2026. Elles traduisent l'incertitude d'un système en recomposition, mais aussi la possibilité d'un nouvel équilibre entre Paris et le Sahel. Dans le scénario de base, la France stabilise partiellement sa crise énergétique en diversifiant ses importations. Elle signe des accords d'urgence avec le Kazakhstan et le Canada, réduisant la dépendance à l'uranium africain. Les coûts demeurent élevés, mais le gouvernement maintient la cohésion sociale grâce à des subventions ciblées. Dans le même temps, le Burkina Faso, le Mali et le Niger consolident l'Alliance du Sahel. Ibrahim Traoré promeut un mécanisme commun de fixation des prix des matières premières. Les tensions se figent, sans reprise des flux, mais sans effondrement. Un statu quo instable où chacun attend le faux pas de l'autre. Dans le scénario optimiste, un dialogue pragmatique reprend. Sous pression européenne, Paris reconnaît la légitimité des revendications africaines et participe à un nouveau cadre de coopération fondé sur la transparence et la covalorisation. Les transferts financiers cessent d'être unilatéraux. Les pays africains obtiennent des parts dans les revenus nucléaires français en échange de contrats d'approvisionnement équitables. La confiance renaît. Le Sahel attire de nouveaux investissements, non par carité, mais par crédibilité. Dans ce scénario, la France admet que sa survie économique dépend moins de la domination que de la négociation. Dans le scénario pessimiste, le dialogue échoue. La France persiste dans la dénégation, les sanctions européennes complexifient les échanges et les nations du Sahel se tournent exclusivement vers la Russie, la Chine et les BRICS. L'isolement de Paris s'aggrave, le déficit énergétique devient chronique et la zone euro ressent les secousses. Les marchés perdent confiance, les taux d'intérêt s'envolent et l'idée d'un Frexit énergétique circule dans la presse. Pendant ce temps, l'Afrique renforce ses corridors internes et valide sa souveraineté. Le fossé devient irréversible. Conclusion prudente. Si l'histoire offre 3 issues, une seule demeure viable, celle où la France cesse de craindre la perte de contrôle pour accepter la co-construction. Car la dépendance niée finit toujours par se rappeler au réel. Au-delà des chiffres et des cartes, cette histoire touche directement 3 groupes, les citoyens, les entrepreneurs et les jeunes. Pour eux, la rupture entre Paris et le Sahel n'est pas une abstraction géopolitique. Nung mo trengim songdong transiaka, vieklam vatrienvent. Pour les citoyens européens, le choc se mesure dans le quotidien. Factures d'énergie alourdies, inflation persistante et sentiment d'une perte de sécurité économique. Ceux qui profitaient d'un confort issu d'un système invisible découvrent son coût caché. La solidarité envers l'Afrique cesse d'être morale, elle devient logique. Restaurer l'équilibre, c'est préserver la stabilité commune. Pour les entrepreneurs africains, l'effet est paradoxalement libérateur. Les contraintes imposées par le Trésor français ou par les multinationales reculent, laissant place à un marché régional en expansion. De Ouagadougou à Dakar, de nouvelles structures de financement émergent, adossées à des devises locales et à des partenaires alternatifs. Cette dynamique s'appuie sur la conviction qu'un capital enraciné localement crée une croissance plus robuste. Pour les jeunes, enfin, la transformation est existentielle. La figure d'Ibrahim Traoré, souvent caricaturée à l'étranger, devient celle d'un dirigeant qui parle de dignité avant de parler de dette.
Dans les universités africaines, son nom revient dans les débats sur la souveraineté économique et l'identité politique. Cette génération, née connectée, voit dans la crise non une menace, mais un champ d'action. Inventer un modèle où le progrès n'exige pas la dépendance. Ainsi, la chute d'un empire économique devient un miroir. Elle révèle à chacun la part de responsabilité et la marge d'avenir qu'il détient. Et si le pouvoir change de rive, c'est aussi parce que le regard des peuples a changé de focale. Le retour à l'équilibre ne se décrète pas, il se planifie. Les nations du Sahel, conscientes du vide laissé par le retrait français, ont commencé à bâtir une feuille de route pragmatique en 5 étapes. D'abord, réaffirmer la souveraineté monétaire. La création de devises régionales, adossées à l'or et aux matières premières, constitue la première barrière contre la dépendance externe. Ce processus, amorcé au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, vise à rapatrier le pouvoir d'émission et de régulation financière. Ensuite, mutualiser les ressources énergétiques. Les États membres de l'Alliance du Sahel coordonnent désormais leurs exportations d'uranium, de pétrole et de lithium afin d'imposer des prix de référence transparents. Cette union transforme les producteurs dispersés en un bloc de négociation crédible, puis industrialisé localement. Plutôt que d'exporter des matières premières brutes, la stratégie consiste à construire des usines de transformation et des laboratoires énergétiques. Chaque point de production devient aussi un centre de compétences et d'emploi. Après, redéfinir les partenariats extérieurs. Les nouveaux accords s'appuient sur la clause « valeur partagée ». Aucun contrat ne peut être signé sans garantie de retour local mesurable, formation, infrastructure ou technologie. Enfin, mesurer et corriger. Chaque projet est assorti d'indicateurs trimestriels, croissance des revenus nationaux, balance énergétique, taux de réinvestissement intérieur. Ces données sont publiées pour ancrer la transparence comme standard. Cette méthode, encore fragile, marque une rupture culturelle. L'Afrique ne réclame plus la reconnaissance, elle impose la réciprocité. Et dans cette équation, la France, si elle le souhaite, peut redevenir partenaire, non par héritage, mais par mérite. La boucle se referme là où elle a commencé, entre lumière et dépendance. Dans les rues de Ouagadougou, une école solaire inaugurée symbolise la bascule. Le pays qui alimentait jadis les ampoules d'autrui éclaire désormais les siennes. C'est plus qu'un progrès énergétique, c'est une réappropriation du sens. À Paris, la nuit n'est pas métaphorique. Les lampadaires vacillent dans une capitale qui redécouvre la rareté. Là où s'efface une puissance, se lève une conscience. Car dans ce nouvel équilibre, il ne s'agit pas de vengeance, mais de justice. Le visage d'Ibrahim Traoré revient sur les écrans non comme celui d'un provocateur, mais comme celui d'un rappel. La souveraineté n'est pas un luxe, c'est un droit. Sa parole, devenue refrain, traverse les frontières. Ce que nous produisons, nous devons en vivre. Et derrière lui, une génération entière comprend que la dignité n'a pas besoin d'approbation pour exister. Les empires tombent en silence, mais les peuples s'élèvent en lumière. L'Afrique, autrefois périphérique, devient le méridien moral d'un monde à reconstruire. L'histoire n'est pas close, elle s'écrit encore, dans les décisions quotidiennes, dans les contrats consignes, dans les récits qu'on relaie. Le destin de la France et du Sahel n'est pas celui d'une rupture, mais d'une réécriture commune, à condition de parler le même langage, celui du respect et de la mesure. Les spectateurs, lecteurs, citoyens peuvent choisir. Observer le basculement ou y participer. Partager, questionner, comprendre les mécanismes de cette interdépendance, c'est déjà agir. Chaque débat public, chaque projet d'énergie partagée, chaque mot juste prononcé renforce cette dynamique nouvelle. Ibrahim Traoré l'a formulé simplement. Aucune nation ne peut se construire sur la dépendance d'une autre. Cette phrase n'appelle pas la confrontation, mais la responsabilité. Car la souveraineté, qu'elle soit économique ou morale, se nourrit d'un principe universel, la réciprocité. Alors, à ceux qui écoutent, la question demeure ouverte. Sommes-nous prêts à bâtir un modèle où la lumière éclaire les deux rives, sans ombre ni dette ?